l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Nous n'avons pas le droit, à aucun moment, de nous décourager. Cette capacité de sursaut, c'est notre force, c'est ce qui nous a rassemblés il y a 8 décennies. Nous n'avons aucun droit à la fatigue dans ce moment que nous vivons. Ayant égrené, sans être pour autant complet, tant de crises, je regarde avec vous lucidement le monde dans lequel nous vivons. Nous voyons partout les risques de prolifération revenir et les nouvelles menaces sans cadre collectif réémerger. L'urgence est aussi à rebâtir un cadre crédible, vérifiable pour lutter contre toute prolifération nucléaire, de reconstruire un cadre crédible pour recontenir les menaces et les proliférations balistiques. Je n'oublie pas les menaces chimiques, bactériologiques, et je n'oublie pas les risques nouveaux, ceux qui impliquent l'intelligence artificielle, le quantique, le cyber ou le spatial. Autant de menaces sur lesquelles nos cadres existants communs ont été affaiblis ces dernières années. Parfois parce que certains les ont rendus caducs, d'autres fois parce que les règles de vérification n'ont pas été dûment observées, aussi parce que l'accélération technologique fait que celle-ci et ses capacités d'innovation vont plus vite que nos cadres existants. Sur tous ces points, nous n'avons pas le droit de céder. Et notre responsabilité est d'avancer, de bâtir ce cadre de paix indispensable. C'est la même exigence d'efficacité, ce même multilatéralisme efficace qu'il nous faut avoir sur les grands défis globaux qui sont les nôtres. Je sais l'attention que le secrétaire général y accorde et je veux le remercier de l'ambition qu'il affiche pour notre organisation au travers de l'initiative ONU 80. Et je partage cette préoccupation. Oui, il nous faut, dans ce moment de désordre que j'évoquais pour les grandes questions de paix et de guerre, ne pas oublier que nous avons tant de défis globaux qui supposent le même esprit de coopération. Regardons en face nos grands déséquilibres mondiaux. Ils touchent toutes les économies, certes les plus riches, et je parle au nom de l'une d'entre elles, mais encore plus les pays à revenus intermédiaires, les pays développement et évidemment les plus pauvres. Si nous n'arrivons pas à avoir une conversation internationale organisée sur les grands déséquilibres de la planète, si nous y répondons de manière dispersée et non coopérative, nous les aggraverons. Aujourd'hui, notre défi, c'est de voir comment aider la Chine à développer la demande intérieure dont elle a tant besoin. Comment essayer de faire que les capacités de production remarquables qu'elle a su développer ces dernières années, ces capacités technologiques, font l'objet parfois de transferts de technologie, mais aussi s'accompagnent d'un développement harmonieux de son marché intérieur. Comment faire face aujourd'hui aux déséquilibres commerciaux américains de manière coopérative et pas par des tarifs qui viendront fracturer notre commerce international? Et comment faire que nous ayons une Europe qui arrive à répondre aux besoins d'investissement collectifs qui sont aujourd'hui les nôtres? Ces défis supposent que nous ayons des coopérations entre grandes économies, mais que nous n'opposions pas aussi le G7 avec les BRICS, et c'est tout l'agenda que nous nous fixions pour le G7 français de 2026, en lien évidemment avec la présidence canadienne aujourd'hui du G7 et les présidences successives du G20. Il nous faut retrouver cet esprit de coopération qui est indispensable, parce que c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir un agenda commun pour financer les défis mondiaux qui sont les nôtres. Regardons-nous aujourd'hui. Nous sommes partout en train de réduire nos ambitions communes pour financer les grands défis du monde.
baisse des financements collectifs pour la santé, baisse des financements collectifs pour la sécurité alimentaire, baisse des financements collectifs pour l'éducation. Ces défis sont pourtant les nôtres, autant et encore plus qu'ils l'étaient avant la pandémie de Covid-19. Et donc il est absolument indispensable que collectivement, nous sachions bâtir des solutions concrètes, des financements nouveaux pour le faire. Les Européens ont décidé de se mobiliser et je remercie la présidente de la Commission qui a eu un discours fort en la matière et mobilise les instruments de financement européens nous avons mis ensemble pour répondre à ces grands défis. Mais nous devons le faire aussi dans un cadre rénové, celui que nous avons essayé ensemble de bâtir pendant la pandémie elle-même, avec nos partenaires africains, lors du sommet des financements que nous avions ensemble construit en 2021, celui ensemble que nous avons poursuivi lors du sommet des 4P, où nous avons bâti ce pacte pour la prospérité des peuples et la planète, au fond avec un même agenda. Nous devons ensemble mieux coopérer face aux déséquilibres économiques mondiaux. Nous devons bâtir un agenda de croissance partout. Mais nous devons le faire pour aussi aider les pays à financer les efforts d'éducation, de santé, de stabilisation et de sécurité alimentaire, et pour relever les défis de la biodiversité et du climat. Sortons de ce dilemme où il faudrait choisir entre la croissance et le climat et la biodiversité. Nous pouvons le faire si nous savons mobiliser ces financements, publics et privés, dans un cadre qui réunit l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. C'est ce cadre que nous avons bâti. Il suppose de maintenant accélérer la transition qui a commencé à être conduite, et je veux les en remercier, par les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais il nous faut aller plus loin. Ces cadres sont encore devenus obsolètes. Nous avons besoin de mobiliser davantage de financements privés pour accompagner ces transitions, dans les pays à revenus intermédiaires, dans les pays en développement, dans les pays les plus pauvres.